Le bateau Standard, cette réplique d'un navire de guerre construit par le tsar russe Pierre Ier en 1703, se trouve aujourd'hui en France, dans le port de La Rochelle. Or, le bateau n'est pas autorisé à accoster en France, à raison de sanctions contre la Russie depuis 2022. Pourquoi donc et que relate cette histoire? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Bernard Gruat, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, activiste anti-Poutine, bénévole à l'association franco-ukrainienne de Nantes. Bernard est passionné par le patrimoine maritime et s'intéresse aussi aux mécanismes de propagande et de guerre hybride russe. Bonjour Bernard, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme activiste pro-Ukraine et ceci depuis 10 ans, depuis 2014. On connaît votre passion pour la chose maritime, pour le patrimoine maritime, mais tout aussi bien pour le présent maritime. Donc ma première question à vous serait de nous raconter qu'est-ce que vous liez à la mer, qu'est-ce que vous liez à cette histoire maritime, pourquoi est-ce que c'est tellement important pour vous? Bonjour Tetiana, merci pour cet échange que nous allons avoir. J'aime beaucoup l'Ukraine et je suis très content d'en parler avec un média de référence comme Ukraine Crisis Media Center. Je suis un Breton, je suis né à Roscoff, une petite ville de la Bretagne Nord, et on allait très souvent, en rentrant de l'école, prendre notre goûter sur la plage. Mais moi, c'est pas la plage qui m'intéressait, c'était les bateaux que je voyais passer euh, sur l'eau. Euh, j'ai, dès vraiment mon enfance, peut-être même avant de savoir parler, j'ai toujours rêvé de la mer et des bateaux. Après ma petite enfance, je suis allé à Lorient, nous avons habité Lorient, qui est une ville de la Bretagne Sud, un port aussi. Là, j'ai été scout marin, j'ai appris à naviguer sur des voiliers traditionnels. Nous n'avions pas de moteur, nous n'étions pas très âgés et pourtant nous naviguions sur ces bateaux en faisant nos entrées de port, nos sorties de port, euh, à la godille, à la voile, et on naviguait été comme hiver. Aujourd'hui, le bateau où j'ai appris à naviguer est au musée de Douarnenez. C'est un bateau historique. Par la suite, j'ai navigué sur des bateaux plus récents, des dériveurs, mais aussi des bateaux de course ou de croisière. Je suis skipper de navires de course et de navires de croisière, donc j'ai sillonné toutes les côtes et les îles bretonnes, et puis quelquefois, j'ai eu l'occasion d'aller plus loin en Espagne, dans le nord de l'Écosse. J'ai aussi navigué en Grèce. Et puis, j'ai fait mon service dans la Marine nationale. Ça, c'était parce que j'ai fait mes études à Paris, mais je ne suis pas parisien. Je suis un breton maritime et malheureusement, je porte des lunettes. Donc, je ne pouvais pas être chef de quart embarqué, mais j'étais à l'état-major du commandant en chef pour l'Atlantique à Brest, où j'étais responsable d'une flottille de bâtiments de servitude, donc des bateaux qui font des opérations de soutien à la flotte, du remorquage, des repêchages de torpilles, des mouillages de mines, des cibles, des relevés maritimes. Et puis j'étais adjoint à l'officier qui s'occupait de l'activité des navires de surface. Et à ce titre-là, je suivais l'activité des bâtiments de guerre français dans tout l'Atlantique, et tous les matins, je présentais cette activité lors du briefing
de l'amiral en charge des opérations. Voilà pourquoi j'ai fait mon service. J'y ai appris énormément de choses et j'ai gardé une certaine sensibilité sur cette question, ce qui m'a réellement, je fais une petite digression, rendu complètement malade quand j'ai appris que la France allait livrer 2 grands navires d'invasion à la Russie de Poutine. C'est ce qui Oui, là, on entre dans le sujet, voilà, ukrainien, en fait. On vous connaît, et ceci depuis 2014, comme un activiste, très actif, un militant, voilà, contre cette affaire de Mistral. Pour nos auditeurs, voilà, qui sont sans doute déjà oublié cette histoire, elle a fait beaucoup de bruit dans la presse ukrainienne et française aussi à l'époque, puisque c'était 2 bateaux, n'est-ce pas? Je me trompe pas, promis à la Russie, et donc voilà, 2014, comme nous savons très bien, la Russie avait saisi d'une manière illégale la Crimée. Il y avait des sanctions, européennes contre la Russie à ce moment-là, et donc voilà, il y avait toute cette histoire de savoir est-ce que la France allait livrer ou renoncer à cette livraison de ces 2 bateaux, importants, très sophistiqués, vous allez nous expliquer pourquoi, à la Russie. Et donc je me rappelle que dans ces années-là, 2014, 2015, vous étiez très actif, pour plaidoyer la cause ukrainienne dans ce dossier. Pourquoi? bah, d'abord parce que je m'intéresse à l'ex-Union soviétique, parce que c'est immense et j'ai toujours été intéressé par l'histoire et je voulais aller sur le terrain pour essayer de visualiser, ce que j'avais pu apprendre, notamment lors de mon enseignement à l'Institut d'études politiques de Paris. Mais j'ai raté la chute du mur de Berlin et lorsque Yanukovych, le 21 novembre 2013, a annoncé qu'il allait renoncer à l'accord d'association avec l'Union européenne, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose en Ukraine et c'est pourquoi j'ai abandonné la perspective que j'avais de faire du soutien scolaire en Yakoutie pendant mes vacances de Noël, donc soutien scolaire dans un village de Yakoutie au nord-est de la Russie. Et je me suis dit, je vais aller à Kiev. Et donc j'ai été présent sur le Maïdan la deuxième quinzaine de décembre et entre 2 voyages professionnels, j'étais aussi à Kiev entre le 14 et le 19 février 2014. J'étais très sensible à l'idéal de Maïdan. J'ai admiré les Ukrainiens et je ne comprenais pas le discours qui était tenu sur cette révolution en France et je trouve et peut-être mon admiration pour le mouvement de Maïdan m'a aussi encore plus poussé à empêcher la livraison de ces navires d'invasion. Pour rappel, c'est un contrat qui a commencé en 2008, c'est-à-dire juste après l'invasion de la Géorgie. Les Russes se sont aperçus qu'il manquait de capacité amphibie et ils se sont dit que les Mistral seraient l'outil parfait. Alors, ils voulaient avoir à bord le système qui s'appelle CENIT, qui permet le suivi en temps réel d'un champ de bataille, qui est le maritime, j'entends, qui est le système qui équipait le Charles de Gaulle. Donc, pendant plusieurs années, on a tergiversé et finalement, Nicolas Sarkozy et François Fillon, que l'histoire a révélé comme étant quasiment des agents pro-russes, ont signé un contrat avec la Russie, donc en 2011. Donc le contrat était signé, l'essentiel des navires avait été payé en 2014, mais ils n'étaient pas encore livrés. Donc on ne s'est pas battu contre une signature, puisque malheureusement elle était déjà faite, on s'est battu contre la livraison de ces navires. Pour rappel, ce sont des navires qui embarquent 16 hélicoptères. Sur le pont, il y a 6 pods, c'est-à-dire qu'on peut faire décoller et atterrir en même temps 6 hélicoptères. On peut embarquer une troupe de 1000 personnes, un état-major de 150 personnes, 70 blindés et deux gros engins de débarquement. C'était les outils idéaux pour défendre quelque part l'annexion de la Crimée, mais aussi pour envahir Mariupol et Odessa. Et je pense que si la Russie les avait eus le 24 février 2022, Odessa ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quant à Mariupol, malheureusement, on sait ce qu'il en est devenu, et c'est une affaire bien triste.
Voilà et donc on se rappelle aussi que sous la présidence de François Hollande, la France a fini, par renoncer à ce transfert de ces 2 Mistral, prépayés ou payés en majorité, signés et cetera et donc c'est vrai, vous avez raison, je serais voilà, je m'aligne sur votre thèse que oui, pour, Odissa et tout pour toute la côte de la mer, Noire, ça serait beaucoup plus difficile si la Russie avait les 2 Mistral en 2024. Pour Mariupol, malheureusement, c'était voilà, c'est par les voies terrestres et depuis la Crimée, que les Russes ont pu malheureusement encercler cette ville et la massacrer. Donc on connaît tous malheureusement le sort tragique de la ville, de Mariupol. Donc dans les années de cette, 1 étape de guerre, qui avait duré, on rappelle à nos auditeurs, depuis 2014, l'annexion de la Crimée, début des combats dans le Donbass et jusqu'à 2024, 2022 pardon. Donc il y avait, vous restiez très actif dans cette histoire ukrainienne, notamment, voilà, notamment concernant ce bateau cosaque historique de Tchaïka, dont vous avez suivi et plaidoyé, voilà, la restauration, la présentation dans les ports, français. Est-ce que vous pouvez dire, nous raconter en quelques mots cette histoire de Tchaïka cosaque et pourquoi, selon vous, vous n'arrêtez pas de le dire, c'est très important, voilà, cette représentation ukrainienne à l'étranger? En fait, je vais raconter une petite histoire. Je ma famille est du centre de Bretagne et nous recevions une jeune Ukrainienne d'Ivano-Frankivsk et nous sommes en famille allés se promener à Pont-Aven, une petite ville, d donc côtière de Bretagne Sud et j'avais en tête que certains Ukrainiens et Français se demandaient qu'est-ce qui était devenu de cette Tchaïka que j'avais aperçue en 1995, dans le golfe du Morbihan et nous sommes tombés à Pont-Aven sur la Tchaïka qui était dans un très triste état. J'ai pris des photos que j'ai transmis, aux Ukrainiens et c'est là où Taras Benyar de Lviv s'est dit: «Eh bien, on va revenir en Bretagne, on va la faire restaurer et on va la faire naviguer». Donc avec une équipe, de Lviv, ils ont beaucoup travaillé. La Tchaïka a été remise à l'eau en 2017 en présence de monsieur l'ambassadeur, Oleg Chamchour. C'était une très, très belle fête. C'était une fête maritime, la fête de la Belle Angèle et la visite de son excellence monsieur Chamchour a été énormément appréciée localement et comme j'avais l'occasion de le dire, ne vous inquiétez pas, les Russes ne passeront jamais à Pont-Aven. Ce qu'ont fait les Cosaques de la Tchaïka a suscité une immense admiration et Pont-Aven est définitivement acquise à l'Ukraine. Voilà, comme le disait Taras Benyar, la Tchaïka est un outil diplomatique. Et l'intérêt de cet outil diplomatique, c'est qu'il n'est pas dans les circuits habituel. Il n'est pas à l'intérieur du périphérique parisien où malheureusement, heu, bien souvent, les autorités ukrainiennes limitent leur action. Ce bateau est un bateau qui a fait 30 000 milles nautiques. Il a navigué partout en Europe à chaque fois, dès l'indépendance. Il a fait découvrir l'Ukraine et les Ukrainiens. Il a porté les couleurs de l'Ukraine et ça permet de cibler une population maritime. Vous savez que les côtes, chez nous, sont quand même relativement peuplées parce que ce sont des endroits que les gens apprécient, surtout dans notre Bretagne qui est si belle et donc c'est un vecteur privilégié pour toucher des personnes qui ne sont pas touchées par les circuits habituels. Et ça vaut des reportages télévision, des reportages radio, des articles de presse. Et tout ça, ça contribue à occuper l'espace médiatique et donc à enfouir la propagande russe. C'est très important. On combat la propagande russe et le soft power russe, pas en argumentant contre ces gens-là, mais en proposant du contenu qui va venir l'enfouir. Et c'est aussi pour ça, ayant observé comment ça fonctionnait et ayant été instruit par ce qui m'a été expliqué par Taras, que j'ai été très sensible à cette affaire absolument lamentable du Standard, car le Standard joue sur les mêmes registres et comme c'est en plus un bateau plus gros, avec un impact considérable sur la population française.
Donc Et c'est là, on entre dans le oui. vif de notre sujet, voilà, voilà, donc dans l'action que vous menez actuellement. C'est pour cette raison, que voilà, vous faites les actions. Vous êtes actuellement d'ailleurs en Ukraine. Donc ce fameux Standard, ce bateau, pas historique, c'est une réplique historique d'un bateau de Pierre le Grand, n'est-ce pas? Expliquez-nous à nos auditeurs, qu'est-ce que c'est déjà ce Standard et qu'est-ce qu'il fait ce bateau en France actuellement? Alors le Standard est une réplique, d'une frégate, de la première frégate de Pierre le Grand, qui aurait été soi-disant dessinée par Pierre le Grand. En fait, ce sont les plans d'une barge hollandaise, un peu basse sur l'eau, qui servait de batterie côtière, pour la défense de l'embouchure de la Nieva. Donc ce bateau a été construit à Saint-Pétersbourg entre 1993 et 1999, à l'époque où c'était, où le maire de Saint-Pétersbourg était, bon là son nom m'échappe, désolé, pourtant je l'ai sur le bout de la langue, mais en tout cas un de ses plus proches adjoints était déjà Vladimir Poutine. Donc ce bateau a été mis à l'eau en 1999 et pour des raisons sur lesquelles on reviendra, des raisons de fraude essentiellement de la part de Vladimir Martous, ce bateau a quitté Vladimir Martous, qui est le Le capitaine, propriétaire. armateur, enfin on va dire propriétaire du bateau. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les conditions de propriété, mais on va évacuer le On y sujet pour reviendra. l'instant. Donc ce bateau a quitté la Russie en 2009 suite à des fraudes et des infractions de Vladimir Martous, et il a découvert qu'il pouvait faire beaucoup, beaucoup d'argent dans les pays européens. Donc voilà maintenant, depuis cette date-là, que le Standard était en tout cas dans quasiment tous les festivals maritimes d'Europe, a gagné beaucoup d'argent. C'était sa principale activité. Et entre ces ports où il faisait son business, il faisait des navigations où il embarquait des passagers payants qu'il appelle stagiaires et qui lui permettent, pour les naïfs, mais ça marche bien, de s'intituler navire-école. Ça, c'est la face visible, avouée. Maintenant, il y a peut-être d'autres éléments concernant ce bateau qui sont plus complexes, en fait. Oui, en fait, donc voilà, nous avons ce Vladimir Martous, qui est, comme vous l'avez dit, capitaine et sans doute propriétaire, de ce bateau. Donc le bateau avait quitté la Russie en 2009, Oui, c'est vous ça. dites, donc c'est après déjà, c'est après la guerre, russe contre la Géorgie, mais c'est bien avant les événements de 2014 en Ukraine. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on sait, aujourd'hui sur, Vladimir, Martous? Et donc est-ce que ses opinions politiques sont connues notamment vis-à-vis de ce président, russe Vladimir Poutine? Bah, je dirais que Vladimir Martous, d'abord, il faut comprendre que c'est un Russe. Et c'est un Russe qui est au service de ses intérêts personnels et au service de la Russie. Mais c'est un Russe, ça veut dire aussi qu'il a 2 personnalités, hein. Vous savez, on a le Russe de l'espace public qui tient certains discours et le Russe de la cuisine avec la vodka et les cornichons, et ce sont tous ces 2 discours très différents. Je dirais qu'en plus de ça, Vladimir Martous, il a un troisième discours, qui est le discours qui tient dans les pays européens. Donc finalement, et certaines personnes qui ont embarqué à bord de ce navire, qui sont peut-être plus intellectuelles que d'autres, disent finalement, on ne sait pas qui est cet individu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il a un discours qui passe très très bien et qui n'est jamais vérifié. Il faut regarder la presse russe. Est-ce que vous voulez, Tetiana, maintenant que je vous parle des éléments qu'on a trouvés dans la presse russe Oui. concernant, voilà. Donc, on sait qu'en 2007, Dmitri Adlashkin, inspecteur des transports, inspecteur pour la sécurité maritime et fluviale dans les eaux du Nord pour le ministère des Transports, donc ce Dmitri Adlashkin a considéré que le Standard n'était pas un navire qui offrait des conditions de sécurité suffisantes pour le transport de passagers. Parce qu'en réalité, c'est ce que fait ce bateau. Donc, il a limité ses zones de navigation entre Viborg et Kronstadt. Martous, Vladimir Martous, qui se déclare lui-même pirate, c'est-à-dire
complètement indifférent à la réglementation, n'en a pas tenu compte et il allait participer aux Tall Ships Races dans la Baltique. Il a fait aussi d'autres navigations. Et ben, quand il est rentré, on lui a dit, ben, écoute, tu as fraudé la réglementation de sécurité, tu es ce qu'on appelle consigné à quai. Donc le Standard est resté à quai, mais Martous était toujours propriétaire. Il continue à faire son business à bord, à organiser des banquets, et à servir de la vodka. D'ailleurs, il a été poursuivi pour avoir ouvert un débit de boisson illégal. Et néanmoins, en 2019, grâce aux appuis de la mairie de Saint-Pétersbourg, il a pu participer à un événement annuel qui s'appelle les Scarlet Sails. C'est une navigation sur la Nieva avec des feux d'artifice, des voiles rouges, pour célébrer le baccalauréat, en fait, des jeunes étudiants. Pour ça, il a empoché 30 000 euros. Et il a eu aussi le droit du ministère des Transports de se rendre en Finlande pour mettre à jour les conditions de sécurité à bord. Par contre, l'équipage était interdit à bord du bateau, considéré comme dangereux, et donc il est allé en remorque dans un port finlandais, et là, Martous a fait embarquer son équipage, et gentiment, il a traversé toute la Baltique, il est remonté le long de la mer de Norvège, et il est arrivé à Naryan-Mar, qui est à l'est d'Arkhangelsk, pour participer au 50e anniversaire de l'okrug autonome des Nenets, pour lequel il avait reçu 60 000 euros. Là, ses amis à terre lui ont dit, écoute, Vladimir, c'est pas bon, les inspecteurs des transports sont pas contents, ils t'attendent sur le quai. Donc je rappelle, on est en 2009. Et c'est là où Martous a pris la fuite et a découvert qu'il pouvait faire un excellent business en Europe, dans les festivals maritimes. Et notamment en France, est-ce qu'on peut situer vraiment l'année ou la date quand ce bateau de Standard arrive en France, où il est actuellement? Alors, juste, oui, excusez-moi, je vais juste continuer un tout petit peu parce que ce qui est très important, c'est que le 8 juillet 2020, la Société russe de géographie annonce qu'elle va faire une expédition pour commémorer la gloire éternelle de la marine militaire russe dans le cadre du 250e anniversaire de la victoire de Tchesmé contre l'Empire ottoman. Donc Tchesmé à l'époque de Catherine la Grande. Donc ça, c'est une annonce qui a été faite le 6 juillet 2020. Je rappelle que la Société russe de géographie était dirigée, ou est peut-être encore dirigée, par Sergueï Shoigu. Tout le monde sait qui est ce sinistre individu. Je rappelle aussi que le président de la Société russe de géographie, c'est Vladimir Poutine lui-même. Quand on regarde le conseil d'administration de cette Société russe de géographie, c'est plus des explorateurs comme Krusenstern, Ossendowski ou qui on veut. Ce sont des oligarques et des membres de l'administration présidentielle. Très clairement, la Société russe de géographie est là pour promouvoir le narratif impérialiste russe. Ça, c'est très important. Donc, la Société russe de géographie annonce cet événement. Elle annonce que cet événement est sous le haut parrainage de Vladimir Poutine et qu'il est payé par le fonds de subvention de l'administration présidentielle russe, c'est-à-dire la poche personnelle de Vladimir Poutine. L'événement devait avoir lieu en octobre 2020. 8 jours après, Vladimir Martous annonce sur Instagram, puis Facebook, puis le site du Standard que tout va bien, il peut revenir à Saint-Pétersbourg, tout est oublié, on lui a donné raison sur tout. Alors, il va rentrer, mais pas tout de suite, parce qu'il a des business en cours, mais disons dans un an, il rentrera à Saint-Pétersbourg. Et je vous le donne en mille, évidemment, le bateau qui était prévu pour célébrer la grande victoire navale de Tchesmé, eh ben, c'était le Standard. Il se trouve que cette expédition, finalement, a été décalée en octobre 2021, c'est-à-dire 6 mois avant le début de l'invasion à grande échelle, était décalée en octobre 2021 en raison du Covid.
Et donc, le Standard a bien participé à cette expédition de représentation avec tout un nombre de commémorations possibles et imaginables dans la mer Égée. C'est un événement qui a été préparé pendant 2 ans par l'ambassade de Russie en Grèce. L'ambassadeur s'est félicité du succès de cette mission, des milliers de personnes qui étaient venues à bord, des articles de presse, etc. Ensuite, pendant tous les mois qui ont suivi et jusqu'à récemment, la Société russe de géographie n'a cessé de communiquer sur cet événement. Pour la petite histoire, Shoigu, qui aime bien les médailles, en a fait une pour cet événement qu'il a attribué à Vladimir Poutine et qu'il a attribué à toutes les personnes qui ont participé à cette expédition. Il y a eu beaucoup de communication de la part de la Société russe de géographie, mais aussi probablement, parce qu'en France on n'y a pas vraiment accès, mais par Sputnik, RT et tous les instruments de propagande russes. Voilà les liens de ce Vladimir Martous avec le pouvoir russe payé directement par la poche personnelle de Vladimir Poutine. Il faut aussi savoir que depuis cet été, compte tenu de ce qui se passe en France sur le Standard, ce sont des centaines d'articles qui ont été publiés en faveur de Vladimir Martous, qui est représenté comme le héros national qui se bat contre les sanctions européennes. Et Vladimir Martous est puissamment appuyé par RIA Novosti, par Oui, RT. un autre média pro-Kremlin, et Ah ben quels sont ceux-là? enfin, ça s'appelle des agences de presse, d'information, mais c'est des agences de propagande russe, très clairement. Donc, on a RIA Novosti, mais on a aussi RT. J'ai réussi à trouver quelques articles RT, mais en Allemagne. On a Sputnik et on a RBS. Alors, je ne sais pas si on dit RBS ou RBC, mais tous ces gens-là, finalement, abreuvent littéralement la presse russe qui s'enflamme pour le Standard et Vladimir Martous, le nouveau héros nationaliste russe. J'ajouterais aussi que le Standard et Vladimir Martous sont soutenus très largement par l'extrême droite française qui est pro-Poutine, comme chacun sait. Voilà ce qu'on peut dire de visible, de documenté, de vérifiable sur Vladimir Martous. Maintenant, Oui, 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 le scandale peut-être le plus actuel aujourd'hui concerne le fait que en 2024, en tout cas, nous retrouvons ce bateau Standard dans les ports, français, n'est-ce pas? Et donc vous animez voilà. cette action, voilà, ce collectif de No Standard en Europe, voilà, parce que vous vous battez contre, voilà, ce navire, qu'on peut considérer à juste titre comme, navire, ambassadeur, en tout cas, voilà, du côté symbolique du Kremlin, puisque étant donné des liens avec le Poutine personnellement que vous avez exposé. Dans quelles conditions, quand et pourquoi, surtout pourquoi, ce Standard, arrive en France? Alors, il faut rappeler que le Conseil européen, c'est-à-dire les 27 États membres de l'Union, après les massacres de Boutcha, a pris le 5e volet des sanctions. Ce 5e volet des sanctions est formalisé dans l'article 3 sexies bis du règlement européen 833/2014. Il stipule que tout navire immatriculé sous pavillon russe est interdit dans les ports de l'Union européenne à partir du 16 avril 2022. Le Standard, à cette date-là, était en France, à Port-de-Bouc, en Méditerranée. Après, il s'est promené au Portugal, en Espagne, et il est arrivé à La Rochelle le 8 avril 2022, dont il a fait son port de base. Vous allez sur Google Maps, vous allez sur le site du Standard, vous allez sur la page Facebook du Standard. L'adresse du Standard, c'est Quai d'Honneur. J'aurais plutôt envie de dire Quai du Déshonneur, La Rochelle. C'est aussi son adresse postale. Voilà, donc le Standard est basé à La Rochelle depuis le 8 juin 2022.
sachant qu'on a la phrase très malheureuse d'Emmanuel Macron, qui date, semble-t-il, du 6 juin 2022, « Il ne faut pas humilier la Russie ». Nous avons tendance à voir un lien de cause à effet entre les deux. Voilà, et donc, ce qui s'est passé, c'est que le Standard était et interdit dans tous les ports européens qui ne l'acceptent pas. Il y a juste en France où il peut aller, où il continue à faire gentiment son business, puisque nous avons quand même un assez grand rivage maritime avec beaucoup de fêtes maritimes. Donc, toutes les choses vont relativement bien. Pour ça, à la tête de l'appareil d'État en France, on a réécrit le texte des sanctions que l'on a communiqué à la presse, aux médias et sur lequel on s'est prononcé, qui n'a strictement rien à voir avec le règlement européen, en disant que ce navire ne faisait pas partie de la catégorie des navires visés par les sanctions. C'est totalement faux, comme nous l'avons écrit depuis le début à toutes les autorités possibles et imaginables. C'est totalement faux. Ce faux a été rédigé par la direction, la DNRED, direction du renseignement et direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Il faut savoir que c'est quand même un papier qui n'a rien d'officiel, qui n'est pas signé, mais qui a servi de passe-droit, car il n'y a aucune autorisation officielle qui permet au Standard d'entrer dans les ports français, bien qu'il le fasse. Nous avons alerté la Commission européenne à plusieurs reprises et la Commission européenne est intervenue auprès du Conseil européen qui, le 24 juin 2024, donc très récemment, a tapé du poing sur la table en disant « Maintenant, la France, ça suffit ». Et donc, dans le 14e volet des sanctions, il est indiqué que les navires concernés par les sanctions, donc, ou les interdictions portuaires, sont tous navires qui relèvent des conventions maritimes pertinentes, y compris les répliques de navires historiques. Donc là, on a dit à la France, maintenant ça suffit. Et ben le Standard continue à venir dans les ports français. Pas dans tous, heureusement, mais il continue en tout cas gentiment à être basé à La Rochelle et à se permettre des escales, comme par exemple à Quiberon récemment et très fréquemment à La Rochelle. Donc il y a bien sûr ce pouvoir, symbolique, diplomatique d'une présence de telles répliques historiques dans les ports, français. Mais à part cela, il y a sans doute, des choses plus réelles et des dangers plus réels liés à la présence d'un bateau russe dans les ports, français. Qui sont ces dangers-là? Alors là, on n'a pas tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, ce sont des éléments qui sont documentés et vérifiables. Mais il faut aussi raisonner quand on a la charge d'un pays et de sa sécurité, il faut raisonner en termes de risque. Je vais prendre un exemple. On entend souvent les sirènes en Ukraine en disant « Attention, il y a risque que vous preniez un drone ou un Kinjal. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez vous le prendre, mais il y a un risque. » Eh bien, le Standard, c'est pareil. Il y a un risque qui est traité avec une extraordinaire légèreté. Voici plus de 20 ans que Vladimir Martous est reçu comme VIP dans toutes ces villes portuaires, mais avec quelquefois non seulement les autorités locales, mais quelquefois les préfets, les représentants des mouvements maritimes. Donc Vladimir Martous a un réseau extraordinaire en France. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Standard est une plateforme de renseignement exceptionnelle. Je ne vous le dis pas à la légère. Au centre opérationnel de la marine à Brest, nous suivions ce genre de bateau qui faisait du renseignement. Donc je dis que le Standard est une plateforme de renseignement exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est un navire en bois qui est peu détectable par les radars. D'autre part, le Standard, et bien que nous en ayons alerté le commandant en chef pour l'Atlantique, le Standard, jusqu'à une époque très récente, avait éteint son AIS, qui est un système qui permet la localisation des bateaux et qui est normalement obligatoire. Donc il avait éteint son AIS. Le Standard a aussi un mât de 33 mètres, ce qui peut en faire un excellent support pour une antenne ou pour des opérations optiques. Donc le Standard est une excellente plateforme
pour potentiellement le renseignement acoustique, optique et magnétique. Acoustique, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on identifie les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est comme ça qu'on les suit, c'est ce qu'on appelle la signature acoustique. J'ajouterais que le Standard est un navire surmotorisé. Il a 2 moteurs de 650 chevaux, ce qui le rend ultra manœuvrant. Il est plus motorisé que le grand voilier Mir, qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Il est plus motorisé que les remorqueurs côtiers de la Marine nationale, qui font 28 mètres, alors que le Standard, Marine nationale française, pardon, alors que le Standard fait 26 mètres. Jusqu'à une époque récente, sur les côtes françaises, le Standard pouvait arriver n'importe où, à l'improviste, malgré les sanctions, il allait où il voulait. Dans la même époque, les autres navires russes étaient interdits, et sont toujours interdits, sur les rivages français. Donc, je ne dis pas que le Standard fait de l'espionnage, contrairement à ce qu'affirme Vladimir Martous. Je dis par contre qu'il représente un risque fort en termes de renseignement et qu'une gestion responsable des risques devrait suffire à interdire ce bateau sur nos rivages. Ou en tout cas à appliquer l'interdiction portuaire qui est la sienne depuis le 16 avril 2022. Oui, et donc tout ceci étant dit, la question se pose, pourquoi voilà tous les éléments exposés, voilà tous les risques, vous avez bien souligné que il s'agit des risques, qui sont là. Pourquoi il n'y a pas de décision? Pourquoi selon vous, en fait, ce bateau de Standard continue à être présent, dans un certain nombre de ports français, tandis que les autres ports européens, y compris des ports espagnols, ont interdit formellement l'entrée de ce bateau dans leurs ports. Donc voilà, pourquoi cette situation continue à durer selon vous? Écoutez, ça, je crois que c'est quelque chose que les Français ne peuvent pas entendre, parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, en France, il y a une russophilie pluricentenaire. Et en France, on considère que la guerre, elle est causée, en France d'une façon générale, on considère que la guerre est causée par Vladimir Poutine et que c'est la guerre de Vladimir Poutine. Et puis, Martous, on pourrait revenir sur son discours, mais Martous se présentant à la presse française comme un opposant au pouvoir russe, eh ben, ça suffit. Voilà, ça marche. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que c'est aussi le discours qu'a tenu qu'ont tenu à plusieurs reprises les autorités françaises. C'est un exposant. Il est exilé depuis plus de 13 ans. Il n'a pas pu remettre les pieds chez lui. C'est faux. Sur VK, on voit qu'il est rentré chez lui entre début janvier 2022 et la mi-février 2022. C'est un navire de la paix. C'est un navire associatif. C'est faux. Ces prestations sont facturées par une société commerciale allemande qui s'appelle Martus TV GmbH. On le reçoit aussi parce qu'il dit soutenir l'Ukraine. C'est faux, mais là, c'est très, très bien fait. On n'a peut-être malheureusement pas le temps de détailler. Il s'est aussi, grâce à 2 collabos ukrainiennes, présenté comme le navire des réfugiés. Il s'est présenté, Vladimir Martous, comme la victime personnelle de Poutine, au même titre que les Ukrainiens. Moi, je ne sais pas, quand je compare Mariupol ou d'autres endroits par rapport à l'intérieur du yacht privé Standard, je n'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Voilà, tout ça fait que finalement, on a un peu refusé de creuser. Moi, je pense quand même que derrière, il y a un choix qui a été fait à la tête de l'État. Nous avons écrit à la Première ministre à l'époque, dès juin 2022, une lettre qui a été signée par Roman Souchenko et Oleg Sentsov, prisonniers politiques du Kremlin bien connus, et par une trentaine d'associations. Il n'y a pas eu de réponse. Nous avons envoyé une nouvelle lettre donc à la Première ministre un peu plus tard. Il n'y a pas eu de réponse. Nous avons écrit au président de la République. Il n'y a pas eu de réponse. Nous avons écrit à toutes les autorités qui accueillaient le Standard ou les organisateurs de festivals maritimes. Il n'y a pas eu de réponse à part des insultes par voie de presse ou des menaces de poursuites judiciaires, voire des dépôts de plainte. Voilà.
Alors pourquoi? Parce que, il y a forcément des réseaux pro-russes en action en France, ça c'est très clair. On en a identifié quelques-uns, sur cette affaire. Mais il y a aussi, pour les festivals maritimes et pour les villes, le fait d'avoir un bateau qui attire le public et sur lequel on peut communiquer. Mais les éléments que je vous ai dit oralement concernant l'historique de Martous, nous les avons tous communiqués à la presse et aux autorités, avec les liens qui leur permettent de vérifier nos propos. Ils n'ont jamais été exploités, à part par une journaliste de Ouest France et un journaliste du Télégramme. Autrement, la presse aussi soutient unanimement le Standard. On peut parler du journal régional Sud-Ouest à La Rochelle, qui contribue puissamment et dès le début à la propagande de Martous, mais il faut aussi parler de la télévision nationale France 3, qui sur Thalassa, en 2022, et très récemment, très récemment, pour le coup le mois dernier, a fait passer ce qu'ils appellent des documentaires, qui sont tout simplement la fiction de Martous illustrée d'images maritimes, mais on pourrait aussi parler de l'agence France Presse, du journal Le Monde, de Charlie Hebdo, de Libération. D'ailleurs, Libération, on a porté plainte contre eux pour faux témoignage. Voilà, donc tout ça, c'est un ensemble. On a forcément des agents russes qui sont à l'œuvre, car quand j'ai expliqué les risques que représentait le Standard, on peut comprendre que les réseaux russes soutiennent le Standard, et il y a la naïveté, la russophilie française, et le fait qu'on sait bien mieux que tout le monde ce qu'il faut penser, et nous, Français, nous nous permettons de dire à l'Ukraine ce qu'il faudrait qu'elle fasse, et aux Ukrainiens ce qu'il faudrait qu'ils pensent, et ce qu'il faut qu'ils pensent des Russes. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, je peux, si vous voulez rentrer dans le détail, vous donner plus de noms, mais grosso modo, voilà le paysage. À la différence de l'Espagne, vous en avez parlé, c'est vrai que le Standard a tenté de rentrer en Espagne. Il est rentré à plusieurs occasions de façon impromptue, mais à chaque fois que ces escales ou ces participations aux fêtes maritimes étaient annoncées, grâce aux associations ukrainiennes et espagnoles, nous l'avons fait interdire. Et ça, la réponse, à chaque fois, elle est venue dans les 3 jours. Et dernièrement, comme il a violé les interdictions qui lui étaient faites, le Standard a été interdit dans les eaux territoriales espagnoles. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de rentrer dans les eaux territoriales. Donc la limite, c'est 12 000 nautiques, on va dire environ 20 km. C'est-à-dire que s'il franchit cette ligne, il est immédiatement identifié. Et donc, il ne peut plus du tout rentrer dans les ports espagnols. L'Espagne s'est montrée scrupuleuse dans son respect du règlement européen et s'est montrée un État de droit responsable, ce qui n'est pas le cas malheureusement de mon pays, la France, jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup Bernard pour toutes ces explications, pour tous ces éléments très précieux concernant ce bateau Standard et nous espérons que voilà que les autorités françaises vont terminer par finir par respecter les règles européennes, les sanctions, etc. Et puis la prudence pendant la guerre, même voilà qui concerne des gens qui s'affichent en tant qu'opposants à un régime, c'est nécessaire puisque la guerre est en cours et c'est la guerre, rappelons ça à nos auditeurs. Il concerne l'Ukraine actuellement, mais il concerne tout aussi bien la sécurité, toute cette architecture de sécurité en Europe. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Bernard Grua, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, activiste anti-Poutine, bénévole à l'association franco-ukrainienne de Nantes. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.